Merci de nous retrouver sur ce plateau télé des Assises européennes de la transition énergétique. Un mois après la conférence de Paris 2015 sur le climat, quelles sont les perspectives, quels sont les grands messages? On en parle avec Gilles Béraud, président du comité 21. Bonjour. Merci Gilles d'être avec nous. Vous êtes accompagné de Yann Françoise, responsable climat-énergie à la ville de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Gilles Béraud, je démarre avec vous d'abord. Pour revenir sur cette COP21, quel retour vous en avez aujourd'hui? Quels sont les grands messages qui restent de ce texte est-ce qu'il va d'ailleurs au-delà des espérances? Alors déjà, on a un texte. Je crois qu'il ne faut pas minimiser l'importance de l'événement. On a été sur beaucoup d'échecs dans ces négociations climat. Aujourd'hui, on a un texte. On a un texte qui est accepté à l'unanimité. Je crois que c'est quand même une des grandes règles de ces négociations sur le climat. Il faut se mettre d'accord à l'unanimité à 195 pays. C'est pas simple. Laurent Fabius utilise souvent l'expression de dire imaginez une réunion de copropriété à 4 ou 5, là on est 195. Donc il a fallu se mettre d'accord. Je crois que c'est déjà la première dimension. On a ensuite un vrai texte. On a un vrai texte qui va même plus loin sur certains plans que ce qu'on espérait. Il annonce qu'il faut rester largement en deçà des 2 degrés, même tendre vers 1,5 degré. On n'en parlait pas il y a encore 2 mois. Il engage clairement le rôle et responsabilité des collectivités locales. Je crois qu'on va en parler. Il annonce la nécessité d'avoir un prix sur le carbone. Ensuite, il y a évidemment quelques critiques, là, notamment sur le fait qu'il n'est pas contraignant. Mais je crois que le monde aujourd'hui n'est plus un monde de contraignants. On est sur un monde d'engagement volontaire. Ça a été une année des INDC, les engagements des pays. Alors, globalement, on a un texte. Il nous reste à travailler. On a des engagements des pays et des plans de travail. On a presque tous les pays du monde, sauf une dizaine, qui ont rédigé leur feuille de route. Le scénario complet n'est pas vers 2 degrés. Donc, il va falloir se réunir à nouveau, rediscuter, évaluer. Mais l'objectif pour moi de décembre 2015, il est là. On a ce texte. Et en plus, il y a eu un extraordinairement foisonnement de projets, d'engagement de l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est aussi très important. Ça, c'est un des grands messages que vous retenez, cette participation de la société civile à cette COP21 et à tout ce qu'il y avait autour. C'est un accélérateur, une dynamique sur laquelle il faut continuer de capitaliser? Alors, je crois qu'effectivement, c'est un accélérateur. Les collectivités locales, notamment, ont beaucoup agi depuis des années à travers les plans climat territoriaux, à travers plein d'actions, les agendas 21. On a pu voir au Grand Palais, dans le cadre de Solutions COP21, avec 42 000 visiteurs. C'était des nombres de visiteurs totalement inenvisageables il y a encore pas très longtemps, que l'opportunité d'une COP21 en France et l'opportunité de cette COP21, de ce texte, est avant tout un accélérateur. On a passé peut-être 20 ans à inventer des choses dans tous les domaines, l'habitat, la mobilité, l'énergie. Le temps est venu de la généralisation. Et pour ça, on a besoin de tout le monde. On n'a pas besoin des experts. On a besoin d'un vrai portage politique. Ça, on l'a eu aussi à Paris dans tous les domaines. On a besoin de vrais engagements des grandes entreprises. Les présidents étaient là. Bon, maintenant, il faut que ça se concrétise. En tout cas, vous sentez que les choses bougent. Vous suivez tout cela depuis très longtemps maintenant. Vous sentez que ça y est, il y a eu un déclic, on peut le dire. Je crois qu'il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic très enthousiasmant. Il y a eu beaucoup de choses aussi dans durant l'année 2015. Il y a une COP, c'est pas juste le 12 décembre où on se met d'accord et Laurent Fabius donne un coup de marteau pour homologuer, je dirais, cet accord. D'abord, ce texte a besoin d'être signé par 55 pays au minimum qui pèsent 55% des émissions de carbone. Non, mais je crois qu'il y a eu des grandes rencontres de préparation côté collectivité locale. La mairie de Paris a joué un rôle de porte-parole mondial absolument exceptionnel dans cette affaire. Ça a été pareil au niveau de la recherche, au niveau des entreprises. Donc, il y a eu des rencontres pendant l'année, il y a eu des engagements et surtout, les gens travaillaient, mais c'est vraiment cette notion de mise à l'échelle qui est rendue possible, en tout cas fortement encouragée par la COP. C'est ça, vous en parlez notamment de la ville de Paris. Yann Françoise, il y a eu cette rencontre de 700 maires à l'hôtel de ville début décembre 2015. Quel était l'objectif derrière tout ça? C'était aussi de montrer que Paris est finalement ville porte-parole des grandes villes du monde en matière de transition énergétique. Oui, c'est exactement ça. C'est pas juste Paris porte-parole, les villes sont acteurs de la mobilisation contre le changement climatique, que ce soit pour réduire l'empreinte carbone de nos territoires, mais aussi pour adapter les territoires. Parce que la majorité des villes, par exemple tropicales, sont déjà face au changement climatique. Et c'était d'envoyer un message clair aux négociateurs, parce que les 700 maires réunis, les 1000 élus locaux, ils représentaient 600 millions de citadins. 600 millions de citadins qui ont envoyé un message
On agit déjà pour la majorité depuis des années, on va continuer à agir, mais on a besoin de cet accord, on a besoin de ce cadre pour vous, et on a besoin de votre reconnaissance pour pouvoir aller plus loin. Donc voilà les messages clairs qui ont été défendus sur un processus, comme disait Gilles aussi, qui est arrivé à son momentum, son sommet au moment de la COP et au moment du 4 décembre pour les collectivités, qui a été présenté par la maire de Paris le 5 à la COP au Bourget, mais c'est pour les villes plus de 10 ans d'activité sur ce domaine-là et sur une année formidable. En mars, par exemple, à l'Hôtel de Ville à nouveau, c'était les maires européens qui s'engageaient, chacun au niveau de leur échelle. Et une autre force aussi, c'est que la COP a lissé tous les réseaux. Tous les réseaux se sont entendus, se sont soutenus sur cette mobilisation générale. Il n'y a plus d'ego et on a retrouvé aussi un leadership politique. Les maires se sont engagés, ont pris la parole. Les négociations, c'est une affaire de techniciens à un moment donné, de négociateurs de textes. Et on voit aussi les ONG des villes, les ONG des entreprises, les ONG environnementales qui vont défendre des positions avec des techniciens, des experts, etc., dont on fait partie. Là, il y a eu un engagement plus général. Il y a eu un engagement des États, des chefs d'État, mais vous avez la même chose avec le leadership politique des maires, des présidents de région, des provinces autonomes qui ont porter cette voie. Et c'est important de retrouver ce leadership politique, d'avoir un accord politique global. Maintenant, on va ensemble écrire la feuille de route. Si on revient par exemple sur cette rencontre des 700 maires à l'Hôtel de Ville, quel est le plan d'action ensuite après ce type d'engagement comment justement on concrétise ça ensuite par la suite et comment on reste sur cette dynamique? Finalement, le travail est peut-être encore plus important après qu'avant d'organiser le sommet, voilà. Même si organiser le sommet avec plus de 700 élus locaux, c'est une logistique particulière, mais il y a, voilà. On voit ici avec 2500 participants. Mais l'échéance importante, c'est on a envoyé un signal et maintenant on va continuer à agir aussi de manière participative parce que les États ont besoin de le soutien de toute la société civile et c'est la même chose pour les villes. On ne va pas pouvoir faire des plans climat, des actions locales s'il n'y a pas un soutien des citoyens qu'on représente, mais aussi des entreprises, des acteurs de la finance, etc., du monde de la recherche, du monde associatif. Donc il faut arriver à convaincre, emmener tout le monde sur ce programme à long terme et avoir tout de suite des actions concrètes. C'est l'avantage aussi des villes, c'est qu'on peut porter tout de suite des actions concrètes, visibles pour le territoire, dans une vision à long terme de villes neutres en carbone, de villes 100% dotées d'énergie renouvelable. C'est dans les textes qui sont dans la déclaration de Paris, pris par les 600 millions, on va dire, de citadins. 100% d'énergie renouvelable, des territoires neutres en carbone, des territoires aussi dont on facilite l'adaptation, donc faciliter la coopération entre les villes. On n'a pas de temps à perdre. Donc les villes qui sont plus avancées doivent mettre leurs capacités techniques d'innovation au service des villes les moins avancées. Et la coopération décentralisée fonctionne bien avec un support français, certes. Il faut saluer la présidence française sur l'accord, mais toute la coopération d'intelligence française est derrière, mais la coopération internationale, on le voit ici avec des réseaux comme Energy Cities entre les villes d'Europe et la mettre à disposition des villes les moins avancées ou les villes qui ont les plus gros problèmes d'adaptation correctement. Vous avez parlé des habitants, convaincre les habitants. Comment on peut convaincre des habitants d'une grande ville, une capitale comme Paris, un territoire qui est urbanisé à 100%? Quelle est la particularité du coup avec ce type de population citadine? La particularité souvent, c'est que nos concitoyens, nos citoyens sont parfois plus avertis que nous-mêmes sur le sujet et donc nous poussent à aller plus loin. Quand on les rencontre, par exemple, là cette année, la ville de Paris a adopté sa première stratégie d'adaptation. Quand on a rencontré les Parisiens au printemps, ils nous ont envoyé des signaux forts et ils savaient déjà les principales problématiques auxquelles on devait faire face. Ils n'avaient peut-être pas toutes les réponses, mais ils nous disaient par exemple, ouvrez les parcs la nuit. Les parcs ne sont pas ouverts. Bon voilà, à partir du printemps, 50% des parcs parisiens vont être ouverts la nuit. C'est des conséquences logistiques à mettre en place, mais voilà, donc c'est être à l'écoute, mais c'est aussi participer, rendre le Parisien, par exemple, ou le citoyen participatif. On a ouvert un budget participatif à l'investissement, 5% du budget est décidé par les Parisiens, c'est le rendre de plus en plus acteur des décisions pour que ce soit porté ensemble. Parce qu'on le répète souvent, sur le territoire français, les administrations sont généralement responsables de 1 à 5% des émissions directes et de 20 à 25% des émissions du territoire. Il y a 75% qui dépendent de la sphère privée, du citoyen, des entreprises, de tous les acteurs économiques. Donc il faut qu'on travaille ensemble, tous, main dans la main, pour atteindre cet objectif important. Gilles Béraud, les actions qui sont menées dans une ville comme Paris, la ville de Paris, c'est un exemple fort pour vous, pour les collectivités. Après, il y a la diversité des collectivités, des territoires avec lesquels il faut combiner. Je crois qu'on a effectivement besoin de bons exemples. Je pense qu'un pays comme la France qui assume la présidence de la COP pendant un an, parce qu'il faut préciser que la présidence française a démarré le jour de l'ouverture à Paris, le 30 novembre,
et continuera jusqu'au 7 novembre, c'est-à-dire le jour de l'ouverture à Marrakech l'année prochaine. Donc le pays a besoin d'être exemplaire et ça tombe bien, on a une loi sur la transition énergétique, mais il faut aussi des villes qui démontrent que c'est possible. Parce que très souvent, on parle des sujets, on parle des énergies renouvelables, mais on a l'impression que tout ça est inaccessible. On est tellement ancré dans la culture des hydrocarbures, celle du pétrole, celle du charbon, la civilisation de la voiture. On a l'impression que rien ne peut bouger. Même si intellectuellement on en a envie, tout ça est un peu bloqué culturellement. C'est-à-dire les questions d'acceptabilité, mais aussi de la question de rendre les choses possibles. Quand Paris montre que ça marche, ben, ça va très bien. Quand Saint-Didier montre qu'une commune peut être en autonomie énergétique, ça montre que ça marche. Et d'un seul coup, ce scénario de l'ADEME qui démontre qu'en 2050, on peut sortir complètement des énergies fossiles, ben, c'est possible. Mais ce n'est pas possible seulement sur un travail d'ingénieur, c'est possible dans la réalité. Et je crois que dans cette COP avait besoin de sortir de cette image très diplomatique, très lointaine, de ce monde fermé. D'ailleurs, les salles sont fermées, souvent inaccessibles, ces négociateurs qu'on ne peut pas approcher. Non, je crois que tout ça s'ouvre par la réalité et par l'envie de faire. On a fait une étude à la sortie du Grand Palais et on s'est rendu compte que près de 90% des gens, leur réaction c'était mais c'est quand que ça commence? Bah oui, il y a des voitures à hydrogène, mais elles sont où les stations hydrogène? Pourquoi il n'y a pas plus de stations électriques? Donc, je crois que ça y est, les gens sont prêts. Ils sont très réservés sur les grandes déclarations politiques, ça on l'a vu aussi, on voit bien que l'influence de l'environnement sur les élections ne joue pas. Par contre, si on demande aux gens d'agir et de faire, là ça va très bien, ça se passe plutôt bien. Alors vous l'avez dit, on préside toujours cette COP 21 et on va vers la COP 22. Quels sont les freins à venir qu'il faudra lever pour vous? Vous avez déjà dit quelques mots sur... Alors déjà, il faut aller au bout de ce texte. Donc il y a un processus qui est la ratification, donc les 55 pays, etc. Il faut que tout soit voté. Et il faut aussi que tout ça se mette en concordance avec d'autres travaux internationaux, notamment sur les objectifs de développement durable qui ont été... décidé, voté fin septembre de l'année dernière, qui couvre un champ beaucoup plus large que le climat. Le climat, c'est une des composantes, même s'il a une capacité de compréhension très forte pour les gens, parce que le développement durable, c'est compliqué à comprendre. Le climat, c'est très simple. C'est est-ce que les conditions qui font ma qualité de vie vont être préservées ou pas? Est-ce que mes enfants pourront inventer leur scénario de vie ou pas? Je crois que c'est très simple, c'est pas militant. Et ça demande tout le monde. Donc il y a une étape diplomatique qui va se mettre en jeu. Et surtout, maintenant qu'on a ce texte, il faut qu'on accélère encore tout ce qu'on appelle l'agenda des solutions. Faciliter les solutions, encourager les partenariats. Et on s'est bien rendu compte qu'on changera d'échelle que si on est capable de mettre en place des nouvelles collaborations. Ce n'est pas la faute aux entreprises, la faute aux élus. Non, c'est... Ensemble, on peut trouver les solutions si on est capable évidemment de mettre en œuvre de la technologie, mais aussi du changement de comportement, mais aussi des nouveaux partenariats. Donc c'est vraiment dans cette logique multi-acteurs qui est chère au Comité 21 qu'on peut mettre en œuvre des plans d'action à l'échelle des enjeux qui sont quand même, ne l'oublions pas, à très court terme. Et n'oublions pas que même 2 degrés, c'est pour beaucoup de pays du monde des nécessités d'adaptation fortes. On voit ce qui se passe au niveau météorologique. C'est pas le climat, mais ça a une incidence directe. Et tout ça à très court terme. La montée des eaux, 2 degrés, c'est pas un maintien du niveau des eaux. En Égypte, par exemple, en Méditerranée, ça va être au moins 70 cm de montée des eaux à 2 degrés. Si on prend le bassin du Nil, il y a 10 millions de personnes qui vivent, qui se nourrissent, qui ont leur agriculture à moins d'1 mètre au-dessus du niveau des eaux. Donc vous voyez ce que ça fait, 70 cm. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, donc aller vers 1,5 degré. Vers 1,5 degré, sans oublier qu'il y a une évolution démographique extrêmement rapide. On sait que 2 milliards de personnes sont nées sur cette planète depuis l'an 2000 et que ça va s'accélérer et qu'on va être 9 milliards à 10 milliards en 2050. Merci Gilles Béraud, merci Yann Françoise, merci d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve pour plus de vidéos, toujours plus d'émissions autour de la transition énergétique.